Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les nouveautés de Camera Raw 17. Alors à noter que ça va finir par arriver dans Lightroom, puisque les deux partagent le même moteur, mais là je vous montre ce que ça donne dans Camera Raw. Alors la première grosse nouveauté, qui est pas des moindres, c'est l'ajout d'un profil qui s'appelle Adobe Adaptive. Donc vous savez que les profils ici, ce sont des profils d'entrée, c'est-à-dire en gros une façon d'interpréter les données brutes du fichier. Considérer que c'est une sorte de développement avant l'heure, même si c'est techniquement pas exactement ce qui se passe. C'est une façon de mapper, c'est-à-dire de projeter les tons qui sont contenus dans le fichier brut sur ce qui peut se passer à l'écran. Donc ça veut dire qu'on va avoir une gestion différente suivant les profils des ombres, des lumières, de la saturation, des couleurs. Pour avoir un profil où les bleus sont saturés par exemple. Enfin, donc c'est qu'est-ce qu'on fait avec le matériau d'origine dès l'ouverture du fichier. Et ensuite, l'utilisateur peut utiliser tout ce que le moteur offre dans le logiciel. Donc par exemple ici tous les panneaux qu'on a dans Camera Raw pour développer à sa façon. Donc le profil c'est vraiment ce qui se passe au tout début. N'allez pas faire des réglages pour ensuite changer le profil évidemment. Et donc on avait jusque là, et c'était d'ailleurs une nouveauté il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est il y a 4-5 ans, les profils d'entrée dans Camera Raw, donc c'est relativement récent dans l'histoire du logiciel. Ce sont des profils qui sont fixes en fait, c'est-à-dire en gros ils ont été faits par Adobe avec, on va dire, plus ou moins des familles style éclatant, paysage. Mais vous pouvez très bien avoir des fois des photos qui sont pas des paysages, et puis en fait le profil paysage, ça va plus vous plaire. Donc il n'y a rien de, dans les noms en tout cas, dans la façon dont ça a été nommé, il n'y a rien de vraiment ultra scientifique là-dedans. Ce sont juste des profils d'entrée différents, qui vont peut-être un peu plus donner priorité au temps clair, un petit peu plus priorité au temps foncé. Vous voyez que le Adobe éclatant, il y a un peu plus de contraste, par exemple. Le Adobe couleur, vous attendez à avoir de la saturation, ben en fait, non. Donc, moi, j'ai jamais compris pourquoi il s'appelait Adobe couleur. Bon, voilà, on est dans la subjectivité la plus totale. Ça a le mérite d'exister, mais c'est pas ouf, quoi. Alors, le Adaptive, en fait, ce qu'il va faire, euh, vous voyez que là, il vous prévient, il vous dit que c'est pas encore le cas dans Lightroom. C'est pour ça que je vous disais, attention, c'est censé un jour arriver parce qu'ils partagent le même moteur, mais pour l'instant, c'est Camera Raw, hein. Donc, si vous attendez à l'avoir dans Lightroom, vous le trouverez pas. Donc, en fait, c'est une analyse avec l'IA. Il analyse le contenu du fichier brut et il vous propose un profil d'entrée qui, en général, je vais être assez honnête, va tout déboucher en fait. C'est-à-dire il va vous faire pas un HDR, mais quasi, c'est-à-dire en gros il débouche bien les ombres, il a fait bien apparaître les tons clairs. Donc je vois pas de cas où on va l'utiliser à 100%. Donc évidemment on a le niveau ici, on peut se calmer un petit peu. Et l'avantage c'est que il va se baser sur le contenu en fait de ce qu'il voit pour vous proposer un point d'entrée qui est le mieux adapté à cette photo. Contrairement où là ici les profils qui ont été faits c'est les mêmes pour toutes les photos quoi. Donc vous voyez, il y a une petite latence parce qu'il faut qu'il calcule, mais au final, on a ici probablement toujours une image qui est en contre-jour, qui est un peu fade, etc. Mais on a toujours ici un point de départ qui va être plus intéressant finalement que n'importe quel des autres profils fixes qu'on avait, quoi. Donc c'est quand même pas mal foutu, c'est plutôt une bonne idée. C'est une petite latence de 2-3 secondes, le temps que ça calcule, mais c'était pas fou non plus. Et ça va m'amener, alors je vais faire exprès de monter à 100. Donc là, je suis sur une photo qui a ISO 200 sur un très vieil appareil. Donc vous avez vu 30D, hein, donc c'est pas vraiment pas fou. Mais le but, c'est de vous montrer une autre nouveauté. Donc vous voyez que cette zone qui était complètement sous-exposée, euh, elle est très bruitée, forcément, avec ce type de capteur. Donc on va aller voir une des nouveautés, c'est que quand on va chercher, alors c'est dans détail, voilà. Quand on va chercher le panneau détail, vous allez trouver, ici en cliquant sur réduire le bruit, pareil, petit chargement, petite latence. On va charger les données améliorées. Et vous avez trouvé ce panneau, qui est le panneau qu'on a eu assez récemment, et qui vous permet de faire un doublon, enfin une nouvelle image en DNG avec un bruit réduit, que vous réglez ici. Et ensuite, si vous êtes trompé, il faut recommencer la procédure et ça fait un double. Ensuite, vous avez la réduction manuelle de bruit, que l'on a toujours eu. Donc je vais replier ici. Et on a un truc nouveau. Pour y accéder, il faut aller dans les trois petits points et aller chercher définir les paramètres
caméra RAW par défaut, donc ça nous ouvre les préférences. Et dans ces préférences, on a aperçu de technologie. Vous voyez ici, on a une nouvelle fonctionnalité IA et nouveau panneau paramètres. Donc ça permet d'utiliser, vous voyez, des IA tels que le développement génératif, réduire le bruit, super résolution, bref, plein de trucs cool qui ne s'est pas activé par défaut. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc on va cliquer sur terminer pour fermer caméra RAW. Ça va appliquer l'image, appliquer le développement à l'image. Je vais la réouvrir, donc avec un petit clic droit, ouvrir dans caméra RAW. On va retrouver notre image évidemment avec tous ces réglages. On va aussi devoir redémarrer Bridge, qui est l'application haute dans mon cas. Donc je vais faire un petit coupure de montage et redémarrer Bridge. Voilà, il a redémarré. On refait petit clic droit, ouvrir dans caméra RAW. Alors une fois que c'est fait, vous n'allez pas refaire ça à chaque fois, hein, c'est bon. Et vous voyez qu'on a un nouveau panneau détail. Et que maintenant, on n'a plus ces deux trucs de choisir réduire le bruit avec la super résolution dans une fenêtre à part. On a directement réduire le bruit. Alors, c'est vraiment pas mal parce que ça résout un des problèmes qu'on avait, qui était qu'à chaque fois, il fallait créer un DNG en fait. Il fallait non seulement créer un DNG, mais en plus choisir entre réduire le bruit ou le super résolution dans une fenêtre à part. Là, il suffit juste de cocher. Ça veut dire que si vous changez d'avis, déjà vous pouvez changer d'avis sur le réglage pour commencer. Donc on va rezoomer là-bas et vous voyez que sur le bruit, on peut maintenant du coup les comparer facilement. Donc vous voyez que c'était très très bruité, donc ça fait vraiment un super boulot. Vous pouvez changer d'avis sur le dosage, parce qu'avant, une fois qu'on avait fait son DNG à réglage 17 par exemple, et qu'on voulait mettre réglage 82, eh ben il fallait recommencer. Donc ça vous refaisait un DNG, bref, voilà, c'était la pagaille quand même, hein. Et si on changeait d'avis et qu'on disait bon, je vais pas réduire le bruit, je vais faire une double résolution, et ben maintenant on peut juste cliquer dessus et directement dans le fichier brut, on a une image à double résolution, quoi. Donc c'est encore une preview, c'est pas stable, enfin c'est censé ne pas être stable, moi j'ai pas trouvé de truc qui était pas stable. Et ça répond aussi un petit peu à la façon dont DxO le gère, qui est que l'image qui est débruitée avec son super moteur IA, c'est uniquement à la sortie, on peut pas faire de preview. Là, ça le fait directement. Ça veut dire que directement dans la fenêtre, j'ai la preview qui se fait. À chaque réglage, j'ai toujours le débruitage qui se fait, et vous voyez avec des performances qui sont quand même très très bonnes. Donc DxO par exemple, qui ne peut pas appliquer Prime en permanence dans la fenêtre et qui est obligé d'attendre la sortie, je dis ça dans la formation sur Camera Raw complète. Je sais pas si vous regardez cette vidéo au sein de la vidéo spéciale sur les nouveautés ou cette vidéo que je vais aussi mettre dans ma formation complète à Camera Raw. Et j'ai tout un speech où j'explique pourquoi en fait Adobe a choisi de vous faire calculer un truc à part, parce que du coup ben, ça permet ensuite de pouvoir faire les choses rapidement, parce que voilà, ça demande pas de calcul. En fait finalement ils sont arrivés à faire les deux. Donc on n'a pas généré un super DNG, on n'a pas généré un fichier supplémentaire, on peut revenir sur les réglages quand on veut, et en plus ça se calcule super vite. donc là on a un peu le meilleur des deux mondes. Donc du coup, messieurs DxO, là il va falloir faire quelque chose. Je pense que Deep Prime chez DxO est encore un peu meilleur, et je pense surtout qu'il est beaucoup plus lourd à calculer sur une machine en local, alors que là, je sais pas comment ils s'en sortent, je sais pas si ça part pas sur le cloud pour faire le calcul. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe en arrière-plan. Toujours est-il que, bon, au final, l'utilisateur, lui, s'en fout, il est pas là pour faire des équations et faire du code. Un photographe, on est là pour retoucher des photos, hein. Donc, au final, on a un super moteur de débruitage et en plus, il marche super vite. Donc, ils ont réussi à corriger vraiment cette lourdeur dans le process et c'était franchement bienvenu. Du coup, on a aussi du développement génératif. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc si par exemple, on prend... Alors, je vais essayer de vous prendre une image où ça s'y prête, quand même un petit peu. Si je prends, hop, ce paysage, et d'ailleurs, on va, pour le fun, on va tester de mettre un petit coup de profil adapté. Donc on va lui envoyer ça en profil d'entrée, donc ça c'est cool. Hop, mise à jour IA. Et vous voyez que c'est pas mal quand même, ça donne vraiment un bon point d'entrée dans l'image, quoi. Ça, par rapport à ce qu'on avait à l'origine. Est-ce qu'on peut faire un avant-après sur... Oui, voilà, c'était quand même un peu fade, et vous voyez que déjà, de base, alors j'ai des salissures hein, sur mon objectif, et vous voyez, regardez le rendu de l'eau, la gestion du reflet et tout, enfin, c'est déjà, je dis pas que l'image est déjà développée, mais c'est quand même beaucoup de temps qui a été gagné là, donc cette idée est vraiment très bonne. Alors maintenant, on va aller recadrer.
Donc dans le recadrage, qu'est-ce qu'on trouve? Et on trouve le développement génératif que l'on a eu dans Photoshop il y a 1 an à peu près, ou un peu plus d'1 an, donc peu importe. Donc en fait, quand vous faites par exemple un upright pour remettre l'image droite, des fois vous perdez un peu de matière sur les côtés. Et aussi, si vous décidez de changer un petit peu et d'avoir un rapport hauteur-largeur comme ça, et que du coup vous voulez rajouter de la matière, alors attention, quand on fait ici un- un recadrage, on ne peut pas aller au-delà des bords de l'image. Donc quand on va mettre activer le développement, ce qui va se passer, c'est que hop, du coup, il nous autorise à aller au-delà. Parce qu'évidemment, avant un fichier brut, on ne pouvait pas recadrer au-delà de la matière du fichier brut, quoi. Donc là, c'est les paramètres prédéfinis de ratio. Et admettons que je fasse une frame vidéo et que je veux avoir un peu moins de matière sur la droite, mais du coup il me manque de la mer. Hop, on va se mettre là. On a mis activer le développement, donc en fait ce qui va se passer c'est que voilà, développement génératif, maintenant il faut développer les limites de la photo. Alors je peux valider comme ça. Vous voyez que ça m'a développé une image avec du blanc, hein. Donc on va réouvrir dans Camera Raw, c'était juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire le génératif, on a maintenant de la matière ici sur les côtés. Et si on retourne dans l'outil recadré ici, on peut faire un développement génératif, bien entendu. Ça veut dire qu'il va voir les endroits où il manque des trucs, et il va vous rajouter ce qui manque, avec le même principe des variations qu'on a dans Photoshop et tout, quoi. Alors, un bémol, vous voyez déjà qu'à la taille 54%, alors je vais valider en allant chercher mon petit zoom, regardez sur la gauche, tac 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 tac, la matière est vraiment cracra, c'est de la vraiment basse def. Voilà, réseaux sociaux, ok, et encore, regardez là, taille ici, toute petite image, on voit ici la cassure dans le motif sur l'eau, quoi. Et quand on se met à image 100%, c'est-à-dire la taille des pixels, c'est vraiment cracra, quoi. C'est pas fait, c'est pas fait pour aller chercher des trucs sur des portfolios. C'est pas ça que vous allez chercher vos clients en disant sur mon portfolio j'ai retouché ces images, regardez, c'est super beau. Non, non, ça sera pas de bonne qualité. Quand vous allez publier ça sur un grand tirage, c'est pareil, ça finira par se voir. Donc c'est vraiment réseaux sociaux, vignettes, éléments de promo, peut-être tester des concepts, mais pour dire voilà, ça marche. Du coup, maintenant que je sais que l'idée est bonne, je vais aller dans Photoshop, me farcir de faire des tampons. J'ai fait une formation sur le trucage comme ça pour ajouter de la matière après être passé par l'IA, parce que pour l'instant l'IA ne génère pas donc de qualité suffisante. Alors c'est assez étonnant et je finirai là-dessus parce que du coup ce sont les 3 grosses nouveautés de Camera Raw 17. Je comprends pas que Adobe mette en avant Firefly modèle 3. On a commencé avec la version 1 et qui était dans une limitation autour de 1024 par 1024. Donc en gros, foncièrement, cette IA, ce modèle d'IA générait des images de 1K si vous préférez pour aller vite. Le modèle 2 est passé directement à 4K et le modèle 3, je pense qu'on y est toujours. Mais il faut savoir que les images qui sont générées du côté de chez Adobe, alors j'ai pas les sources hein, puisque c'est une technologie fermée, on n'est pas sur un truc comme Stable Diffusion par exemple, dont on sait comment ça fonctionne. Mais c'est évident qu'ils ne nous rendent pas des images en 4K. C'est une image qui est mise à l'échelle à 4K, et il vous sert cette image en 4K, mais à la base, elle n'a pas été calculée en 4K. Bon, néanmoins, c'est déjà mieux que de la voir en 1K. Mais toujours est-il que dans les logiciels, dans Photoshop, donc quand on génère une image, on a une image en 4K, quand on va sur le site Firefly et qu'on génère une image, mais quand on travaille avec les outils d'IA générative dans les logiciels, on a des trucs dégueulasses, qui sont clairement pas issus de textures qui font 4K. C'est toujours du 1K, quoi. Donc je comprends pas pourquoi le modèle, et ça dit sur les arguments marketing, ça dit le développement génératif utilise maintenant, c'est le truc de Photoshop 2025, utilise maintenant le dernier modèle de Firefly. Donc ok, il est peut-être plus intelligent, il comprend peut-être mieux les prompts, il reconnaît un peu mieux les formes, voilà, il a peut-être mieux reconnu les nuages et les paysages, ok, tout ça très bien, mais dans la qualité des images rendues, on en est toujours à ce tas de pixels inexploitables, comme depuis le tout début du développement génératif. Donc c'est bien que ce soit là, et c'est bien que ce soit là dans Camera Raw, et donc ça finira, j'imagine, par arriver dans Lightroom, mais ne vous attendez pas à vous passer de Photoshop, en fait. C'est-à-dire que on peut faire plus de trucs dans Camera Raw, mais ça vous dispensera pas d'une retouche. Si là le client il dit ok, j'aime l'idée, le format 16 neuvième, ok c'est cool, j'aime l'idée, et cette image elle va sortir sur une frame en 4K, donc un format vidéo 3840 par 2160, bah, c'est évident que
Si vous mettez ça en plein pot sur une télé 4K, quand vous allez voir qu'il y a un gros tas de pixels qui sont pas bons. Donc c'est une technologie qui est pas mieux que ce qu'on a déjà dans le reste d'Adobe. Personne n'en parle, c'est un truc qui me fascine quand même. J'ai vu quelques formateurs qui ont fait des tutos et qui mettent le doigt sur au-delà du c'est génial, c'est machin, ces trucs. Oui, effectivement, c'est vraiment cool. Mais c'est inexploitable en dehors des réseaux sociaux. Voilà, quand vous avez publié une vignette comme ça, bah, peut-être que c'est cool. Mais dès que vous allez avoir une image à peu près grande, bah, du coup, on voit que c'est crado, quoi. En tout cas, pour le reste, le profil adaptif bêta, moi je trouve ça vraiment bien. Donc j'imagine que ça va passer bientôt en production dans l'année. Si c'est pas le cas, de toute façon, c'est déjà stable. Enfin, moi j'ai essayé genre plein de photos, ça donne des bons résultats quasiment tout le temps. D'avoir réformé et refait le système de réduction de bruit par IA, c'était vraiment nécessaire parce que c'était hyper lourd et pareil, ça marche très très bien, donc ça aussi c'est cool. Et donc le développement génératif dans le recadrage, c'est une super bonne idée, ça évite d'aller dans Photoshop. Quand on redresse des images par exemple, quand on a des images avec des perspectives un peu cheloues et qu'on les redresse et que du coup on a besoin d'agrandir la matière sur les côtés, qui est plutôt ce cas-là hein, qui est visé par Adobe, bah pareil, c'est plutôt très bien vu, ça évite de faire ça dans Photoshop pour remplir les bords en gros. Mais voilà, petit bémol, vous aurez le même problème que ce qu'on a nous dans Photoshop depuis que le développement génératif est apparu et le remplissage génératif en général, l'IA générative en général dans Photoshop, c'est que la texture n'est absolument pas prête pour être fait pour sortir en tirage, pour sortir sur de belles images sur votre portfolio. C'est vraiment de la basse qualité bah voilà, à part utiliser ça pour des vignettes, je vois pas trop à quoi on peut le destiner. Donc n'hésitez pas à poster si vous regardez cette vidéo sur tuto.com dans le salon d'entraide les trucs que vous avez essayé avec Camera Raw. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce sont de bonnes mises à jour? Est-ce que c'est des trucs qui correspondent à ce que vous attendiez de Camera Raw? Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite note. Merci de m'avoir suivi pour votre fidélité, comme chaque année, à chaque fois qu'il y a l'Adobe Max et les nouveautés sur le logiciel. C'est toujours sympa de revenir vers vous avec les nouveautés toutes fraîches des logiciels Adobe. Je vous retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau tuto sur les logiciels Adobe et sur les autres. Merci, bye bye.